Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire exceptionnel ce mois-ci sur les bonnes pratiques d'utilisation Compilatio Magister et Magister Plus. Donc je vous remercie en tout cas à tous pour votre participation. Avant de démarrer, simplement pour vous informer, vous êtes assez nombreux aujourd'hui, on va être près d'une centaine de participants, donc soyez indulgents avec nous sur le chat. Il y aura des moments de questions-réponses, on va essayer de répondre au maximum à vos questions éventuelles. Pour rappel, sur ce format d'1 heure, généralement on l'organise tous les mois sur des cafés pédagogiques à des dates différentes, qui sont des webinaires, donc questions-réponses, sur lesquels vous pouvez vous exprimer, poser toutes vos questions. Exceptionnellement, en cette période d'examen de manière générale pour beaucoup d'établissements, on avait fait le choix de vous réaliser un webinaire spécifique sur les bonnes pratiques d'évaluation, vous rappeler un petit peu les fonctionnalités avancées, tout ce qui peut vous permettre de gagner du temps et de mieux appréhender nos services et nos outils. Je me présente, donc je m'appelle Benoît Arpin, je suis en charge de la relation client chez Compilatio. Je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Denise Goriot qui fera un petit peu le lien avec moi via le chat pour vous accompagner, répondre aux questions, vous envoyer des liens éventuels que je vais vous partager sur le support. Pour des raisons malheureuses qu'on ne peut pas, donc je m'excuse d'avance, on a des petits soucis avec l'outil de visioconférence que j'ai fait remonter d'ailleurs à notre prestataire. Je ne peux pas chatter avec vous, j'ai pas la possibilité d'écrire moi de mon côté, donc je vais rester à l'oral, mais Denise est là pour répondre éventuellement et vous transmettre des choses à l'écrit. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent là, donc je vais un petit peu temporiser pour qu'on puisse démarrer. On va passer 1 heure ensemble sur ce webinaire. Et donc voilà, si jamais vous devez quitter un petit peu plus tôt, rassurez-vous, on enregistre cette session. Elle sera récupérable, donc on ne va pas vous partager le support. Par contre, on vous mettra à disposition dans la boîte à outils de vos comptes Compilatio le replay de cette session. Comme ça, si vous souhaitez revenir sur des éléments qui auront été vus aujourd'hui, vous le pourrez. Pour des raisons de présence de beaucoup de personnes, j'ai volontairement pas activé vos micros et caméras pour que tout se passe bien. C'est volontaire, sinon ça sera compliqué. Hop. Et pour rappel, donc comme je vous le disais, j'ai pas la possibilité de chatter avec vous, donc ma collègue Denise s'en chargera le cas échéant. Je vous propose qu'on démarre, même si d'autres personnes arrivent entre-temps, ils rattraperont le fil de cette présentation. Donc pour rappel, je me représente une deuxième fois, hein. Je suis Benoît Arpin, en charge de la relation client pour Compilatio. On est 3 personnes aujourd'hui pour la société Compilatio, mais ma collègue Denise et mon collègue Sandy. Il faut savoir qu'on accompagne régulièrement les référents de vos établissements. Pour beaucoup d'entre vous ici, vous êtes des utilisateurs de Compilatio. Rappelez-vous que vous avez toujours une personne désignée dans votre école qui est référente du service, avec qui on échange et avec qui on fait de l'accompagnement justement pour que vous puissiez être autonome et avoir toutes les ressources dont vous avez besoin dans l'utilisation de Compilatio. J'ai remarqué qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient justement des référents Compilatio. Donc bonjour à vous. Et voilà, globalement, sinon, il y a pas mal de gens que je ne connais pas forcément sur cette session. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas eu l'information, cette session est enregistrée. Il n'y aura pas forcément d'autres sessions sur les bonnes pratiques là dans le courant de la semaine ou dans les mois à venir. C'est des sessions qu'on fait un petit peu exceptionnellement. Par contre, il y aura bien un replay qui vous sera accessible après session. Je n'ouvrirai pas les micros hein, si jamais vous me le demandez. Je m'excuse pour ça hein, parce que vous êtes très nombreux et sinon ça va être un petit peu compliqué à gérer pour moi. C'est parti. Donc, on démarre. Donc, pour rappel déjà, pour simplement une petite question de culture générale, Compilatio, donc à vos côtés pour prévenir le plagiat, vous rappelez un petit peu la philosophie de l'entreprise. On a une volonté de vous accompagner de manière pédagogique hein, via la sensibilisation, l'accompagnement et l'évaluation. L'idée, c'est pas d'être dans un format et l'utilisation d'un outil uniquement à vocation répressive, mais bien de vous accompagner tout au long de votre démarche, à la fois sur la prévention, la formation, l'accompagnement de vos étudiants et aussi sur la bonne utilisation des indicateurs tels que Compilatio peut vous fournir. On est aujourd'hui la solution la plus utilisée dans l'enseignement francophone, présent dans près d'une quarantaine de pays. Donc ça représente aujourd'hui plus de 4 millions d'étudiants sensibilisés.
Le programme de la session d'1 heure d'aujourd'hui, donc on va commencer tout d'abord par tout ce qui est compréhension, repérage facile des indicateurs, dans les logiciels Compilatio Magister et Magister Plus. Je vous réexpliquerai un petit peu la différence entre les 2 si ça vous parle pas. Prise en main ensuite des fonctionnalités. Qu'est-ce qui va vous permettre de gagner du temps? Donc là, ça sera peut-être du rappel pour certains, mais du moins, ça vous permet de revoir un petit peu les fonctionnalités que vous avez dans votre compte qui peut vous permettre de bien vous organiser pendant vos évaluations. Vous appuyez aussi sur des ressources utiles et enfin, à la fin, si vous avez des questions qui viennent, voilà, ne pas hésiter, on fera ce qu'on peut pour y répondre. Je suis en train de voir qu'il y a pas mal d'échanges sur le chat. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je vois que Denise a bien fait le rappel que la session sera enregistrée. Je te remercie, Denise. Et parfait. Merci, Séverine. J'essaye de suivre. Comme je vous ai dit, vous êtes assez nombreux, hein, vous êtes près d'une centaine, donc allez-y doucement avec le chat parce que on va faire de notre mieux, mais ça peut aller vite, très très vite. Voilà. Tout d'abord, donc la première partie, repérage un petit peu des indicateurs, compilation Magister et Magister Plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 services, distincts, chez Compilatio pour l'enseignement. Magister, qui est l'outil natif, on va dire, hein, et Magister Plus, qui est le petit nouveau qui vient d'arriver dans un contexte où, on a été, tous confrontés depuis maintenant 2 ans aux IA génératives, hein, qui arrivent sur le grand public. On a intégré donc une nouvelle version du service qui s'appelle Compilatio Magister Plus, qui va comprendre des fonctionnalités avancées comme la détection de textes potentiellement générés par l'IA et notamment d'autres fonctionnalités aussi sur la détection du plagiat par traduction et sur les reformulations avancées. Donc il y a bien aujourd'hui un indicateur complémentaire qui peut arriver et ça dépendra après des établissements, du passage ou non, du choix en tout cas du passage de l'établissement sur une version ou une autre. Donc peut-être que votre établissement est déjà équipé de Magister Plus. Si ce n'est pas le cas et que vous dites tiens, ça serait intéressant qu'on ait aussi cet indicateur d'IA, il faudra bien le remonter à votre référent établissement qui fera le lien avec nous pour voir les conditions dans lesquelles on peut faire la bascule de l'un à l'autre. Rappel donc déjà par rapport à vos rapports d'analyse, puisque suivant la façon dont vous utilisez le service, vous aurez toujours des rapports détaillés avec 3 onglets, donc synthèse, point d'intérêt et source de similitude. Comme vous pourrez le remarquer dans vos rapports, la vue synthèse vous liste les pourcentages sur les différents indicateurs, notamment similitude, IA, langue non reconnue ou encore texte entre guillemets. On se pose souvent la question, pourquoi le score de texte suspect n'est pas une addition de toutes ces scores-là, pour la simple et bonne raison que vous pouvez très bien avoir parfois des cas un petit peu particuliers, comme par exemple si un de vos étudiants reprend un article qui a été rédigé sur une revue, par exemple en ligne. Nous, on va forcément retrouver dans les similitudes cet article, mais on peut aussi au même passage confirmer que cet article a été rédigé par une IA. C'est pour ça que parfois, on peut avoir sur un même passage de texte détecté comme suspect une potentialité d'IA et à la fois une similitude clairement identifiée sur un site en question. C'est pour ça que le texte suspect global, le pourcentage global, ça ne sera pas toujours l'addition de tous les indicateurs, mais parfois il y a certains passages de texte dans le travail de votre étudiant qui englobera plusieurs indicateurs les uns avec les autres. Voilà pour ça. Denise, je te laisserai si jamais partager le lien de l'article, puisque pour rappel, dans la boîte à outils Compilatio, on vous met à disposition des articles pour justement vous apporter des précisions et de l'aide. Donc Denise va vous partager les liens pour que vous puissiez les récupérer, notamment dans l'outil de visio. Normalement, dans l'outil de visioconférence, tout en bas à gauche, vous devez avoir un petit bouton qui vous permet de faire de la prise de notes. Donc n'hésitez pas à copier-coller les liens qu'on vous partage dans cette prise de notes. Vous pourrez vous envoyer par mail ensuite les notes que vous aurez prises à la suite de la session. Et puis comme je vous le disais, de toute façon, c'est enregistré. Dans la vue point d'intérêt, donc on a vu la vue de synthèse, la vue point d'intérêt, ici, c'est là que vous pourrez identifier facilement les passages de texte. Donc, quel passage correspond à quelle source, ou est-ce que ce passage-là correspond à de l'IA, ou est-ce qu'il correspond à de la langue non reconnue, etc. Avec toujours la possibilité de réaliser des comparaisons face à face sur un même passage de texte, vérifier le passage de votre étudiant et le passage de la source, voir s'il n'y a pas une reformulation, dans quel contexte ça a été repris, etc.
Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est vous montrer rapidement un petit peu ce qu'apporte Magister Plus, les différences qu'on va retrouver entre les deux, si pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore accès à cette version-là. Hop, donc pour cela, je vais juste me connecter à un compte de test. Je vous le mets là. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien ce que je suis en train de vous afficher à l'écran. Donc là, je suis sur un compte utilisateur Compilatio. Si jamais vous êtes utilisateur de Compilatio à travers Moodle, c'est pas gênant. On va aller dans le rapport. De toute façon, le rapport d'analyse est le même, que vous utilisiez Compilatio à travers notre interface web ou que vous l'utilisiez à travers une plateforme pédagogique comme Moodle, Brightspace, Canvas ou autre. Donc comme je vous le disais, 3 onglets dans le rapport d'analyse et donc l'indicateur un petit peu nouveau, détection d'IA, qui apparaît dans Magister Plus et qui permet d'avoir une idée de texte potentiellement généré par l'IA dans le travail de l'étudiant. Donc on retrouvera toujours dans la vue synthèse les endroits où ça a pu matcher dans le document et ensuite les indicateurs détaillés entre similitude, détection d'IA et langue non reconnue. Qu'est-ce que veut dire langue non reconnue? Ça correspond à tout ce qui est texte qu'on n'a pas pu analyser pour différentes raisons. Alors soit une note de bas de page qui est pas bien passée, ou des fois ça peut être des tentatives de fraude volontaire. Je vous montrerai juste après. Vous avez bien sûr toujours la possibilité d'exclure du score toutes les similitudes ou tout l'IA si jamais vous voulez voir le pourcentage global de l'un ou de l'autre dissocié. La vue point d'intérêt, donc comme je vous le disais, dans cette vue-là, vous allez pouvoir naviguer de manière plus précise sur les différents passages de texte dans le travail de l'étudiant, notamment naviguer par similitude, donc par source en provenance de site internet par exemple ou de votre base de données, ou possibilité de naviguer par texte entre guillemets, langue non reconnue ou texte potentiellement généré par IA. Ça permet de gagner du temps quand vous voulez simplement vous arrêter sur les textes IA. Ça vous envoie directement à l'endroit où on a pu en détecter dans le document. Après, c'est à vous de vous faire une idée de ce qui a été détecté, du niveau de gravité que ça peut avoir, etc. Hop, je vais revenir en haut. La langue non reconnue, je vous ai mis un exemple ici. Ça apparaît avec le marqueur rose. Là, on voit par exemple dans cet exemple qu'il y a des étoiles entre chaque espace. Donc là, c'est une tentative par exemple de fraude volontaire où l'étudiant vous a colorié en blanc des petites étoiles à la place des espaces pour essayer de faire passer sous le radar le passage. Alors, on va trouver ça peut-être un petit peu original, mais malgré tout, c'est des types de fraudes qu'on peut voir encore malheureusement actuellement. On a eu un cas il n'y a pas si longtemps où l'étudiant avait remplacé les L, tous les L dans son devoir par des I majuscules. Donc vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais nous, par contre, au moment de la détection, la machine identifie bien qu'il ne s'agit pas de texte. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat. Je fais juste un petit aparté. Denis, bon courage. Je vois juste une question. Jérôme Bausson, juste pour information. Oui, Compilatio est utilisable à travers la plateforme Teams. Donc, on a bien un plugin qui fonctionne avec Teams si jamais. Voilà, à condition que l'école le mette en place, etc. Je reviens donc sur ma présentation. Vous avez une dernière vue qui est la vue source. Donc, pour rappel, dans vos rapports, que ce soit la vue point d'intérêt ou la vue source de similitude, à la fin, on vous donne exactement la même information. C'est simplement qu'on vous la présente de plusieurs manières différentes. Soit pour rentrer directement dans le détail des différents passages, soit simplement en regardant la vue source, où là, je vais pouvoir identifier la provenance notamment des sources de similitude. Si par exemple la source provient de mon compte, si la source provient d'un site internet, si la source a été mentionnée par l'étudiant, si elle provient potentiellement d'un autre établissement, vous avez un temple. Donc là, vous pouvez avoir le pourcentage de proportion, à quel endroit dans le texte on l'a retrouvé, combien de mots identiques ça représente, et bien sûr toujours cette possibilité de faire une vue face à face avec la vue de comparaison, où là je vais pouvoir mettre en face à face les textes de mon étudiant sur la gauche et de la source sur la droite. Donc ça, c'est toujours une bonne façon de pouvoir identifier ce qui a été fait de manière précise et si ça a été repris convenablement. Donc ça, que vous soyez dans la vue point d'intérêt ou dans la vue source de similitude, vous aurez la même fonctionnalité de vue face à face de ces choses-là. Alors Benoît, je te coupe. On a une question de Monsieur Cohen qui demande, voilà, il y a certains étudiants qui utilisent dans leurs documents des parties d'un document qu'ils ont déjà produit et qui est dans la base de référence Compilatio. Comment est-ce qu'ils peuvent exclure
ce document de la base de comparaison pour éviter justement que ce soit identifié comme source de plagiat. Ok, je te remercie Denise. Pas de souci. Donc Monsieur Cohen, pour vous répondre, puisque ça reste dans le fil de la discussion, c'est parfait votre question. Aujourd'hui, on n'a pas de possibilité encore de permettre une exclusion, je dirais massive avant lancement d'analyse. C'est vrai que à chaque fois que vous allez charger un document dans Compilatio, automatiquement vous avez toujours ce choix. Je vais revenir ici. Alors que vous soyez sur Moodle, Teams ou Magister, vous aurez une petite icône en forme de livre avec la pastille verte ou la pastille rouge. En fait, on vous laisse toujours le choix d'indexer ou non les documents dans votre base de comparaison. Donc, pastille verte, j'indexe. Ça veut dire que pour toute analyse future que je vais réaliser, automatiquement, ça va prendre en compte les contenus existants. Donc, dans le cas de votre question, ça s'explique puisque si à chaque fois il y a la même introduction ou la même consigne ou un passage repris éventuellement, évidemment, la machine, de manière un petit peu brute, va automatiquement retrouver cette similitude-là. Actuellement, on n'a pas de fonctionnalité qui vous permet de dire à la machine ne prends pas en compte ce passage-là. Donc, on va dire qu'en amont d'une analyse, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, notamment si vous êtes amené à faire du dépôt intermédiaire, c'est-à-dire permettre à vos étudiants une première version ou une seconde version avant la version finale. Dans ces cas-là, je vous suggère vraiment de ne pas indexer les versions intermédiaires pour vous éviter derrière de vous retrouver avec des doublons. Le cas échéant, si vous ne pouvez pas faire ça, et que vous avez un élément de consigne qui est là et qui va prendre une part de similitude, il faudra simplement réévaluer votre seuil de tolérance. Et si vous étiez par exemple avec un seuil de tolérance aux alentours de 10% de référencement dans les devoirs, bah vous direz, bon là, je vais avoir en moyenne 5% supplémentaire à cause de ça, donc mon seuil de tolérance va être passé à 15%. C'est des choses sur lesquelles on travaille, c'est des choses sur lesquelles on essaye de faire des développements. C'est possible qu'à terme, vous ayez des fonctions au niveau de la vue dossier où on puisse vous permettre d'exclure du texte de manière massive sur l'ensemble des analyses. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Malgré tout, quand vous êtes dans le rapport, notamment dans la vue point d'intérêt ou même dans la vue source, vous avez toujours la possibilité d'exclure un passage d'un simple clic en fait dessus. Automatiquement, ça va passer le passage en gris et le score va se recalculer. Donc là, vous voyez, je suis passé de 50 à 41%. Le logiciel a grisé le passage. Donc ça a sorti finalement du score global ce passage-là que je ne veux pas compter parce qu'il n'est pas pertinent. Et je peux continuer à travailler. Cet affinage-là, il peut être un peu chronophage pour vous. Moi, je vous invite vraiment à affiner les devoirs que quand vous en sentez vraiment la nécessité sûre. C'est-à-dire que j'ai analysé le devoir de mon étudiant, j'ai un doute fort, là je vais affiner, je vais essayer d'identifier le réel taux de plagiat et là je passe d'un taux de texte suspect à un réel taux de plagiat à la fin. En attendant, ce n'est pas utile forcément d'aller affiner tous les travaux de vos étudiants en permanence. À tout moment, je peux rétablir la zone et revenir à mon score original de la même façon en recliquant sur la zone que j'avais ignorée. Voilà, comme ça, vous ne perdez pas le fil de ce que vous faites. Dans la partie source de similitude, c'est pareil. Vous aurez la possibilité, au niveau des 3 petits points sur chaque source, d'ignorer une source. Attention, quand même, petite précision. Ignorer un passage, c'est pas pareil qu'ignorer une source, puisque une même source peut amener à plusieurs passages dans le devoir de l'étudiant. Donc quand vous êtes dans la vue point d'intérêt, vous verrez que vous êtes vraiment dans un affinage très précis. Alors que quand vous êtes dans la vue source, vous allez ignorer la source. Là, on ignore vraiment tous les passages liés à cette source-là. Donc toujours bien vigilant avec ça. Pareil, vous avez ici des petits boutons qui vous permettent d'ignorer par exemple toutes les sources mentionnées par l'étudiant d'un seul clic ou tous les passages entre guillemets d'un seul clic. Donc ne pas hésiter quand vous voulez gagner un peu de temps, aller un peu plus vite à le faire. Je continue simplement parce que l'idée c'était de vous présenter un petit peu les nouvelles fonctionnalités Magister Plus. Vous allez retrouver. Denis, tu as ton micro qui est ouvert, je crois. Tu avais peut-être une Oui, autre question. j'ai la suite d'une question de Monsieur Cohen qui disait justement, puisque tu es dans les sources de similitude, comment est-ce qu'on peut accéder à l'analyse faite précédemment de cet ancien document? Toujours en rapport du coup avec la question d'avant. Ok, je vais y répondre, pas de souci, je te remercie. En fait, finalement, on peut y accéder que si on en est le propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous analysez un devoir, vous avez 3 types de sources possibles. Soit elle provient d'Internet, et dans ces cas-là, vous aurez une planète. Soit elle a été mentionnée par l'étudiant,
Donc là, c'est toujours une planète, c'est toujours Internet, mais comme on a bien le site retrouvé dans le devoir de l'étudiant, on vous annonce simplement qu'elle a été correctement mentionnée. Ça ne veut pas dire que l'étudiant a bien respecté la méthodologie de la citation, attention, mais ça veut dire qu'il a mentionné la source. Donc au moins, il est en transparence par rapport à ça. Ensuite, si la source provient de votre compte à vous, là, vous aurez un personnage unique et ça vous met bien, le document provient de ma bibliothèque de référence. Donc normalement, vous pouvez assez aisément aller retrouver dans vos dossiers le document en question puisque vous aurez accès au titre et dans la vue face à face, vous pouvez même voir l'auteur, le nom de votre étudiant, etc. Si le document provient du compte d'un collègue de votre école, vous aurez plusieurs personnages et là, ça vous dira simplement, on a bien retrouvé une source, mais elle est sur le compte d'un collègue. Donc, forcément, vous ne pouvez pas accéder à l'analyse de ce document. Il vous faut par contre communiquer avec le collègue. Donc, généralement, quand c'est des vues internes, dans la vue face à face, vous aurez accès à tout le document source en question. Dernier élément, document d'un autre utilisateur. Le document provient d'un autre groupe. Là, il s'agit de similitudes détectées avec d'autres établissements du réseau Compilatio. Là, dans ce cadre-là, on est dans une confidentialité un peu plus importante puisqu'on va toucher à des sources en provenance d'autres écoles. Donc là, évidemment, vous n'avez pas accès directement à l'analyse. Dans la vue face à face, vous verrez que seuls les passages retrouvés comme identiques sont identifiables pour des raisons évidentes de confidentialité. On vous montre ce qui est pareil, mais tout le reste est masqué volontairement puisque ça provient d'une autre école. Là, dans le cas où je veux en savoir plus sur le document de cette autre école parce que j'ai une suspicion de plagiat, par exemple, identifiée, c'est pas toujours le cas, mais des fois ça peut l'être. Dans ces cas-là, vous serez obligé de passer par le support Compilatio. Vous nous contactez, on vous met en relation avec l'enseignant en question pour que vous puissiez échanger. C'est des procédures qui prennent en moyenne 2 à 3 jours, voire 4 jours maximum, le temps qu'on fasse le lien. Et ensuite, on vous met simplement en relation d'une école à l'autre en vous donnant les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question. Ce que je te propose, Denis, c'est que je vais quand même un petit peu continuer. Gardez bien vos questions ou note-les et puis je prendrai le temps de répondre aussi un petit peu à la fin pour qu'on puisse bien avancer sur la session. Je termine simplement sur les nouvelles fonctionnalités Magister Plus. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'indicateur d'IA qui vient, d'IA générative et qui vient s'ajouter notamment dans la vue point d'intérêt. Vous aurez aussi dans la vue source de similitude ici un onglet source ajoutée par l'utilisateur. Ça, c'est une petite nouveauté. On va vous permettre, si vous le souhaitez, lorsque vous avez fait une analyse, vous dites tiens, c'est bizarre, je sens qu'il y a de la reformulation ou possibilité de plagiat par traduction, on vous permet d'ajouter des sources complémentaires. Ça fait fonctionner un second algorithme qui va vous permettre d'identifier de manière plus précise du plagiat par reformulation massive, ou je dirais par reformulation avancée. Donc c'est pour ça qu'on va avoir mots identiques et sens identiques, c'est-à-dire qu'on va un petit peu plus loin sur la détection de la reformulation quand elle est vraiment faite de manière importante, et aussi la possibilité de faire d'une détection de plagiat par traduction. Donc là, on va pouvoir, dans la vue face à face, avoir d'un côté le travail de mon étudiant en français et de l'autre la source en question en anglais. Donc là, vous allez me dire oui, mais c'est pas pratique parce qu'il faut qu'on connaisse la source pour l'ajouter. Et vous avez raison. On va dire qu'on y va un petit peu step by step du côté de Compilatio sur cette fonctionnalité-là. C'est des fonctionnalités qui sont très énergivores. Et donc, on essaye de trouver le moyen d'avoir la robustesse nécessaire au niveau machine pour vous automatiser ça dès l'analyse de base. En attendant, vous avez quand même cette possibilité, dans des cas où vous avez des doutes importants, de venir approfondir un résultat. Par exemple, on pourrait avoir détecté la source directive relative à la protection des animaux à hauteur de, je ne sais pas moi, 6%, et vous dites, tiens, là, il y a un problème avec cette source, je vais la repasser ici, et donc ça va recalculer automatiquement le score en allant chercher la reformulation de manière plus précise. Voilà. Donc Magister Plus, c'est vraiment ça comme nouveauté, l'IA d'un côté et ces sources complémentaires que vous pouvez venir ajouter après analyse pour finalement relancer une analyse sur l'analyse déjà faite. C'est possible qu'à terme, quand je dis à terme, dans quelques mois par exemple, on arrive petit à petit à ces fonctionnalités, à vous les amener dès la première analyse brute. Donc il y a de fortes chances qu'à terme, vous ayez la possibilité d'avoir ces algorithmes de détection qui viendront se faire automatiquement dès le premier jet, je dirais, d'analyse. En attendant, ça fonctionne comme ça. Je vais revenir donc à ma présentation pour qu'on enchaîne un petit peu, parce que sinon, je peux rester des heures là-dessus et le temps défile. Hop.
Pour qu'on rentre un petit peu dans le détail d'autres aspects finalement du webinar. Vous rappelez au niveau détection et donc recherche de similitudes, je vous ai montré un petit peu les origines des sources, soit en provenance d'internet, soit en provenance de votre base de données ou de la base de données compilation de manière générale. Il faut bien imaginer que ça comprend des milliards de pages web en libre accès, la base internet, plus de 3 millions de contenus aussi de notre base propre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité d'avoir des documents intra-établissement et inter-établissement avec une confidentialité préservée, bien évidemment. Lorsque c'est intra-établissement, il y a toujours la possibilité, soit en nous contactant, soit en contactant le collègue en question, de pouvoir récupérer les documents. C'était la question de Monsieur Cohen tout à l'heure. Finalement, comment je peux accéder à l'analyse en question? C'est toujours possible. N'hésitez pas toujours à aller voir la vue face à face. Vous avez accès au contenu. Vous pouvez voir éventuellement le nom de l'auteur, qui est l'enseignant tuteur de l'étudiant, par exemple, sur le rapport de stage ou le mémoire en question, et faire le lien. Vous avez la moindre difficulté, contactez le support, contactez-nous, on vous accompagnera avec grand plaisir. Quand vous avez des doutes ou des petits problèmes comme ça, besoin d'affiner sur des résultats, vous pouvez contacter le support compilation. La détection de l'IA. Je vous en ai parlé un petit peu. Il faut savoir que la détection de l'IA, chez Compilatio, on a mis en place en fait un système qui va se baser sur un grand modèle de langage et qui va nous permettre de saisir finalement le contexte, le texte qui va arriver à faire le lien entre un texte humain et un texte IA. Forcément, aujourd'hui, avec ces outils-là, il y a des questions de fiabilité. On se pose toujours la question, oui, mais est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que je peux le prendre en compte ou pas? Partez bien du principe qu'aujourd'hui, ça reste un indicateur. Il n'y a pas de détecteur d'IA fiable aujourd'hui à 100%. Nous, aujourd'hui, on vous donne une indication. On vous permet d'avoir des éléments de réponse. On va avoir un niveau de fiabilité qui avoisine les 90%. Donc, on a quand même des résultats qui sont vraiment très intéressants, qui vous permettent éventuellement de confronter vos étudiants. Rappelez-vous bien malgré tout que la notion de preuve n'est pas aussi évidente que ce que vous pouviez avoir uniquement avec le copier-coller, l'identification de la source et donc la possibilité de confronter votre étudiant plus facilement. Avec l'IA, c'est un petit peu plus subtil. Ça va vous demander aussi de remettre aussi un petit peu en question d'autres niveaux, je dirais, d'encadrement, de mode d'évaluation, au-delà de l'utilisation de l'indicateur. Évidemment, on rêverait d'avoir une machine qui nous dirait c'est vert ou c'est rouge en fonction du cas. C'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, le détecteur va pas remplacer votre intuition et votre expertise sur la compétence à valider et sur les attentes qui sont sur un devoir. Denis, je te remercie d'avoir partagé les articles d'ailleurs, de façon à ce que vous puissiez compléter un petit peu mon propos. On vous a justement fait des articles sur la fiabilité de l'outil pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, comment il marche, qu'est-ce qu'on va chercher, de quelle façon, de façon à ce que vous soyez bien au clair avec la façon dont on détecte l'IA. Et enfin, on vous a fait aussi un article, le détecteur d'IA fournit-il une preuve objective de l'utilisation de l'IA? Pareil pour vous amener un petit peu en réflexion sur le sujet. Si jamais, Denis, tant que j'y suis, est-ce que tu pourras partager l'article sur comment interpréter un résultat potentiellement généré par l'IA avec Magister Plus, article de la BAO? Je te Yes, remercie pas de d'avance. souci. Parce que cet article-là, il est vraiment bien, je trouve, pour vous aider à bien prendre du recul et comprendre finalement comment appréhender ce score-là. Approfondir les résultats. C'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà du score de ce que va vous apporter Compilatio, ça va forcément vous amener à vous poser des questions, puisque c'est pas aussi binaire, c'est pas bon ou pas bon. Il y a des subtilités. Est-ce que j'ai autorisé ou pas l'utilisation de l'IA? Dans quelle mesure je l'ai autorisé? Qu'est-ce que j'ai fourni à mes étudiants? Dans quelle proportion donc je vais la retrouver? À quelle zone de texte ça apparaît? J'ai déjà eu des retours d'établissements qui me disaient que sur des travaux de mémoire, par exemple, ils ont coupé finalement l'évaluation en deux, avec une première partie où l'étudiant a le droit d'utiliser l'IA en la citant, etc. Et une seconde partie de développement personnel où là, pour le coup, c'est totalement interdit. Je dirais qu'on voit un petit peu pas mal de choses et de pratiques et en fonction des évaluations que vous faites, de la manière que vous enseignez, des types de travaux que vous demandez, vous n'allez pas avoir les mêmes attentes, les mêmes façons de travailler et donc les mêmes demandes auprès de vos étudiants. La mention de l'IA, est-ce que l'étudiant le mentionne ou pas? C'est toujours intéressant aussi à voir. L'intention de l'étudiant, est-ce qu'il a reconnu avoir utilisé l'IA ou pas, après confrontation? Et enfin, la maîtrise,
est-ce qu'il maîtrise son sujet, etc. Pareil, on a des retours d'école ces dernières semaines, ces derniers mois qui nous disent que en cas de doute, vu que la preuve n'est pas évidente, il y a une confrontation orale, une soutenance de rattrapage, etc. pour identifier la maîtrise de l'étudiant. D'expérience aussi, pour information, on a réalisé des formations auprès d'étudiants il n'y a pas si longtemps et on se rend compte dans les questions de leur part quand même qu'ils sont énormément en attente de savoir comment ils peuvent bien faire. Finalement, ils ont envie d'utiliser ces technologies, ils veulent bien les utiliser, donc après, comment on peut les accompagner pour bien les utiliser? Dans quel cadre finalement? Comment vous allez borner un petit peu tout ça? Et ça, c'est une vraie question de leur part. Plus vous allez pouvoir les accompagner en amont sur les modalités d'évaluation, les bonnes pratiques, comment bien l'utiliser, comment bien le citer en transparence, etc., moins vous aurez de litiges, je dirais, après coup au niveau de l'indicateur. Évidemment, mes belles paroles, vous aurez toujours des étudiants qui veulent passer entre les mailles du filet. Pour ça, vous avez des cadres réglementaires, vous avez des sanctions éventuelles et parfois, il n'y a pas le choix, il faut les prendre pour crédibiliser votre démarche et pour rappeler aussi à vos autres étudiants que il y a une équité de traitement, hein, tout le monde est évalué de la même façon. On valorise le travail bien fait, on sanctionne le travail qui ne correspond pas aux attentes. Voilà toutes les questions que vous pouvez vous poser. Au-delà de l'identification de ce que va vous apporter Magister Plus éventuellement si vous l'utilisez, c'est toujours de bien prendre ce recul et de se poser ces questions. Se positionner aussi par rapport aux résultats, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Il faut réévaluer un petit peu l'échelle. On l'a fait pour le plagiat, savoir qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui l'est pas, comment je peux être homogène par rapport à mes collègues aussi, hein, c'est toujours des questions que vous vous posez. Donc voilà, ce genre d'infographie que vous retrouverez aussi sur nos articles dans la boîte à outils peuvent vous aider un petit peu à mener cette réflexion et à vous dire ok, à partir de quel niveau je sanctionne et de quelle façon finalement, en fonction de la façon dont l'étudiant a utilisé le service et est-ce qu'il est dans une intentionnalité ou pas de frauder. Je vois qu'il y a une question de Christelle Phil. Je vais vous répondre à Magister Plus. Est-il inclus à Magister Classique? J'y ai répondu vaguement tout à l'heure. Donc non, hein. C'est bien deux services distincts. Aujourd'hui, Magister Plus, c'est un upgrade. Hein. C'est une version améliorée de Magister. Donc actuellement, ça se décide au niveau contractuel et au niveau abonnement aux services compilation des écoles du passage ou pas à Magister Plus. Il y a un coût aujourd'hui à prendre en compte entre Magister et Magister Plus, puisque l'arrivée de ces nouveaux indicateurs génère ça. Donc pour toute question plus précise, si vous êtes référent de vos établissements, n'hésitez pas à nous recontacter, nous, que ce soit Denise, Sandy ou moi-même, ou bien les personnes chez nous du service commercial, si vous les connaissez déjà, pour avoir des informations plus précises, éventuellement avoir un devis. Mais je vous rappelle bien qu'aujourd'hui, Magister, Magister Plus, c'est deux services distincts, un avec des fonctionnalités avancées supplémentaires et l'autre avec les fonctionnalités telles que vous les avez connues jusqu'à présent. Voilà. Sachez que le passage de Magister à Magister Plus peut se faire très vite, hein. Les établissements qui souhaitent faire la bascule, généralement, on vous permet de la faire au moment où vous le souhaitez et ça se fait en toute transparence pour les utilisateurs. Donc, en tant qu'utilisateur de compilation, que ce soit à travers Moodle ou à travers Magister, par exemple, ça change absolument rien pour vous dans vos pratiques. C'est simplement que vous avez un indicateur supplémentaire qui arrive dans votre rapport. D'ailleurs, on ne parle plus de taux de similitude, mais comme vous avez pu le voir dans mon exemple tout à l'heure, on parle de taux de texte suspect. Prenez en main maintenant les fonctionnalités pour vous permettre de gagner du temps. Donc là, pour certains d'entre vous, ça serait peut-être du rappel, pour d'autres des découvertes. Vous rappelez donc qu'il y a bien deux modes d'accès, et ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure à Compilatio, deux canaux d'usage, soit notre interface web, que vous accédez via login mot de passe habituel sur notre service, ou via le SSO ou l'annuaire de votre établissement, soit via un LMS comme Moodle, Teams, Blackboard, Brightspace, Canvas. Ça fonctionne via des plugins sur les LMS. En fait, vous créez vos devoirs habituellement et vous allez avoir cette fonction supplémentaire dans les paramètres de vos devoirs qui vous permet d'activer la détection de textes suspects ou de similitudes avec compilation. La gestion des dossiers. Quand vous êtes sur un... Alors là, ça ne concerne pas Moodle, hein, ça concerne vraiment Magister. Quand vous êtes sur votre compte, vous avez la possibilité de créer des dossiers. Dossier d'évaluation, alors soit par classe, soit par année, soit par type de devoir. L'arborescence, c'est un petit peu vous qui la gérez comme vous le souhaitez. Je parlais tout à l'heure de dépôt intermédiaire, par exemple. Je peux très bien avoir un dossier mémoire étape 1,
un dossier mémoire étape 2 et un dossier mémoire étape finale. Dans le cas où je n'indexerai par exemple pas dans la bibliothèque de référence les dépôts intermédiaires pour éviter d'avoir des doublons à la fin au moment où je fais l'analyse finale. La possibilité de déposer des documents, pour rappel, vous avez deux modes de chargement, soit ajouter les fichiers manuellement, donc depuis votre ordinateur, j'ajoute des fichiers, ça les rentre dans le dossier et ensuite je peux lancer les analyses, soit la collecte et partage, deuxième possibilité qui va permettre de responsabiliser vos étudiants et aussi, pour le coup, vous faire gagner du temps. Collecte et partage, ça veut dire faire déposer l'étudiant directement dans votre compte à travers une passerelle en ligne ouverte. Donc, quand vous cliquez sur collecte et partage, vous allez pouvoir autoriser vos étudiants à vous remettre des documents. Vous obtenez alors un lien qui renvoie vers un formulaire en ligne où l'étudiant va pouvoir, que vous transmettez aux étudiants, pardon, et donc l'étudiant va pouvoir facilement déposer son document pour qu'il arrive directement dans votre compte. La possibilité de mettre une date limite de soumission, d'autoriser le dépôt après la date. Si par exemple, vous autorisez le dépôt après la date, vous aurez un réveil rouge qui apparaît et qui vous indique que l'étudiant a rendu en retard. Aujourd'hui, ces fonctions de collecte et partage, si vous êtes usager de Moodle, vous n'avez pas besoin de vous en poser la question, puisque sur Moodle, vos étudiants font déjà en fait de la collecte à distance, puisqu'ils déposent dans vos activités. Dans le cadre de Magister, c'est différent. Donc là, il faut bien transmettre le lien à l'étudiant pour qu'il dépose dans le dossier en question. L'étudiant, lui, va arriver en fait sur une page ici qui est ouverte, il n'y a pas besoin de login de mot de passe. Il aura plus qu'à, il verra le nom de son établissement, le nom de son enseignant, le nom du dossier, etc. Il aura plus qu'à cliquer sur suivant. Première étape, j'ajoute mon document. Deuxième étape, je saisis mes informations personnelles, donc notamment mail. Troisième étape, je reçois un accusé de réception qui me confirme que le document a bien été déposé. Donc en tant qu'étudiant, j'ai ma preuve. Et vous, au niveau enseignant, de manière immédiate, vous récupérez le travail dans votre compte directement. Donc, deux avantages de collecte et partage. Le premier, le gain de temps pour vous, qui est considérable. Le deuxième, renforcement de la prévention, parce que forcément, vos étudiants, quand ils vont arriver sur cette page, ils vont bien comprendre que ce n'est pas un épouvantail, qu'ils vont passer à un contrôle à l'anti-plagiat, et donc qui vont être soumis à ce contrôle-là. D'un autre côté, ça les responsabilise aussi à déposer un document dans un délai imparti, etc. L'indexation des documents. Je l'ai vaguement abordé tout à l'heure. Ça, c'est un sujet qui vous intéresse souvent parce qu'il est un petit peu difficile à appréhender souvent. À chaque fois que vous allez déposer un document, que ce soit manuellement ou via votre étudiant à distance, vous aurez toujours ce choix de dire je l'indexe ou je l'indexe pas la base de données. Dans les deux cas, vous pourrez lancer votre analyse sans aucun problème. Dans un cas, document indexé, le contenu du document va être conservé dans votre bibliothèque de référence, donc indirectement dans la base de comparaison de votre établissement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on regardait les sources en provenance de mon école ou en provenance de mon compte. En fait, ça veut dire en provenance de ma bibliothèque de référence ou de celle d'un collègue. Lorsque le document est désindexé, je peux quand même l'analyser, mais quelque part, il est tout de suite beaucoup plus privé, parce que pour le coup, il ne sera pas indexé au mode de comparaison, donc l'analyse ne le prendra jamais en compte. C'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, quand on fait un dépôt intermédiaire, c'est plus intéressant de ne pas indexer les devoirs. Alors, j'aurai pas de comparaison croisée entre les travaux de mes étudiants à ce moment-là. Par contre, ça m'évite d'avoir des doublons au moment de l'analyse finale et de me retrouver avec des taux à 90, 100%, parce que le logiciel, automatiquement, il a trouvé le doublon. Donc, ne pas indexer le document, ça peut être utile en cas de dépôt intermédiaire, ça peut être utile en cas de confidentialité importante. Et l'indexation, bien évidemment, c'est hyper important pour vous puisque ça va permettre d'enregistrer aussi et d'enrichir votre base d'année en année et d'identifier les cas de plagiat entre étudiants. Pour rappel, c'est les premiers cas qu'on a souvent de plagiat. C'est rarement sur des sites internet copier-coller, c'est souvent des reprises de travaux d'anciens élèves ou d'élèves entre eux, etc. Donc, quand j'indexe les documents, idéalement, ce que je vous invite à faire, c'est attendre que tous vos étudiants aient déposé et ensuite vous lancez toutes les analyses en simultané. Comme ça, vous avez bien la comparaison croisée qui se fait entre les travaux de vos étudiants. Si jamais vous les analysez au coup par coup, évidemment, un étudiant qui aura rendu son travail le lundi à 9h, à 9h10, son analyse, elle est terminée.
Celui qui aura rendu le lundi à 18h, il aura bien été comparé avec celui de 9h, mais pas inversement. Donc si vous voulez bien une comparaison croisée, pensez à l'indexation et donc pensez bien à attendre que tout soit déposé avant de lancer. Je vais sortir et revenir rapidement justement pour compléter un petit peu ce propos sur mon compte. Simplement pour vous informer que ce soit sur Moodle ou autre plateforme ou bien Magister, vous avez toujours dans les paramètres, donc sur Moodle, c'est paramètres de l'activité, sur Magister, c'est paramètres du dossier. Donc si je vais par exemple ici dans mon dossier test 1, j'ai une petite roue crantée qui va me permettre d'éditer le dossier et de choisir si je veux par défaut ajouter ou non à la bibliothèque de référence tous les documents qui arrivent. Dans le cas où je me suis un petit peu loupé, c'est pas très grave, puisque on peut à tout moment revenir sur l'état d'indexation et cliquer sur l'icône. Alors ça marche sur Moodle, hein, ça marche sur Magister. Je viens simplement cliquer sur l'icône avec la petite bibliothèque pour basculer l'indexation en vert ou en rouge. Alors je sais pas pourquoi ça rame un petit peu de mon côté, je m'excuse pour le live, mais voilà, d'un simple clic, je peux changer l'état d'indexation d'un document ou de plusieurs documents si je me suis loupé par exemple avant le lancement des analyses. Voilà. Hop, je reviens sur la diapo. Là, vous voyez ce que je montre, Madame Mickel? Je suis désolé, je fais des petits allers-retours sur le chat. Moi, je vois pas grand-chose. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges. Je suis désolé, hein, je passe un peu au travers, quoi qu'il en soit. Là, vous voyez pas ce que je montre. Ok. Alors, bougez pas, je vais stopper mon partage d'écran. Hop, tac. Déjà, vous voyez, c'est bien. Ah, c'était trop petit. Ok, je suis désolé. Je suis passé un peu vite. Bref, c'est pas très grave. Voilà, l'état d'indexation, petite icône qui vous permettra donc de bien comprendre tout ça. Le temps d'analyse maintenant. Votre analyse, pour rappel, c'est une analyse qui généralement se déroule en quelques minutes, hein. Ça prend pas quelques secondes, ça prend parfois plusieurs minutes. Et attention, dans certaines périodes d'affluence, comme par exemple mai-juin, on peut avoir des journées ou des périodes pendant la journée où il y a beaucoup de traitements qui sont demandés sur la plateforme et vous pouvez avoir ce qu'on appelle une file d'attente. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. File d'attente, c'est comme un manège, hein. Il n'y a plus de place sur le manège, donc vous faites la queue. Par contre, vous êtes bien déjà dans la queue, donc à partir du moment où la place est libre, l'analyse va se lancer toute seule. Vous n'êtes absolument pas obligé de rester connecté sur vos interfaces pendant le déroulement de vos analyses. C'est des choses que je vois souvent où vous restez connecté et vous avez l'impression que ça dure des heures, alors qu'en fait, il suffit simplement de rafraîchir votre page. Nous, on vous déconnecte automatiquement. Le traitement d'analyse se fait sur des serveurs chez nous, hein, en France, des serveurs distants. Donc, du moment où vous lancez les analyses, vous pouvez tout fermer, rentrer chez vous et revenir le lendemain matin, vous aurez vos résultats. N'hésitez pas aussi pendant des périodes de forte activité à planifier le lancement de l'analyse, puisque vous pouvez planifier le lancement de l'analyse, par exemple en pleine nuit. Vous pouvez très bien demander à vos étudiants de rendre jusqu'à 18h et lancer l'analyse à 2h du matin, par exemple. Automatiquement, les analyses se lanceront toutes seules et vous n'aurez plus qu'à venir récupérer vos résultats le lendemain. Je termine donc maintenant avec les ressources utiles. Pour rappel, hein, n'oubliez pas que sur vos comptes, que ce soit dans Moodle, dans vos activités devoirs, vous avez le centre d'aide qui est accessible. Dans vos comptes compilation, vous avez la boîte à outils dans laquelle vous allez retrouver des tutos vidéo de quelques minutes, des démonstrations du logiciel, des ressources d'accompagnement, de sensibilisation pour vos étudiants. Si vous êtes un petit peu curieux, que vous souhaitez un petit peu pousser sur le sujet, n'hésitez pas à aller vous servir dans cette boîte à outils. On vous a vraiment mis pas mal de ressources, notamment les tutos de 2 minutes. Ça permet par exemple de revoir la collecte à distance en 2 minutes ou les origines des sources en 2 minutes, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, en auto-formation, vous pouvez toujours avoir accès à ça. Le centre d'aide de la même façon. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire tout de suite, si jamais il y a des questions que vous vous posez auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre aujourd'hui, vous pouvez envoyer un mail à support@compilatio.net ou bien depuis vos comptes, rédiger votre question. On prendra le temps d'y répondre à travers le centre d'aide.
Notre page LinkedIn, si jamais vous êtes un usager de ce réseau social, n'hésitez pas à vous abonner à la page Compilatio. C'est un endroit où on communique pas mal, où on apporte quand il y a des nouveautés, des choses des fois un petit peu en avant-première. Sur la page Compilatio de LinkedIn, on partage aussi des articles, des bonnes pratiques, des réflexions sur l'IA, etc. Donc bon, si jamais vous utilisez ce logiciel, bah, vous pouvez passer par là pour obtenir de l'information. Et enfin, les formations Compilatio. Pas hésiter à remonter à votre référent. On a un catalogue sur lequel on propose des formations complémentaires sur l'utilisation du logiciel, des ateliers, des tables rondes de réflexion sur les IA génératives dans l'enseignement, etc. Comment elles nous impactent, comment travailler avec, etc. Et enfin, le webinaire mensuel, dont je vous ai parlé au tout début de cette session. Chaque mois, vous avez ce rendez-vous, hein, où vous pouvez venir poser vos questions, bien évidemment. Voilà le centre d'aide. À quel endroit il est dans votre compte? Tout en haut à droite, point d'interrogation. Vous pouvez ici accéder à la foire aux questions ou bien contacter directement le support, nous envoyer vos questions. On prend le temps de vous répondre avec grand plaisir. Prêt pour les prochains examens ou encore quelques questions? On arrive sur la fin de la session d'aujourd'hui. Simplement, avant de rentrer dans le détail des questions, et là, Denise, je te laisserai un petit peu me guider en fonction des questions qui ont été posées auxquelles j'aurais pas pu répondre. Rappelez-vous bien que l'IA bouscule forcément l'apprentissage et l'évaluation. Et au-delà des indicateurs, que ce soit Magister Plus ou d'autres, hein, il y a des vraies questions à se poser sur nos modes de fonctionnement, sur finalement nos modes d'évaluation, les travaux qu'on demande à nos étudiants, quelles compétences on cherche à valider, comment on va la faire valider, etc. Est-ce qu'il y a possibilité ou pas d'adapter finalement mes pratiques? Forcément, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, mais dites-vous bien que sans accompagnement préalable, sans changement dans vos pratiques, notamment sur des travaux rédactionnels, faut pas se leurrer, vos étudiants, ils nous attendront pas pour utiliser l'IA, donc quelque part, vous en avez sûrement déjà détecté, même sans outil, à mon avis, vous l'identifiez sans plus aucun problème. Et forcément, ça vous pose la question de se dire: «Bon, comment je peux éviter ça? Est-ce qu'il faut que je retravaille un petit peu ma façon de faire? Est-ce qu'il y a encore trop d'inertie ou les travaux sont trop encadrés?» C'est vrai qu'il y a des travaux comme les thèses, par exemple, c'est tellement encadré aujourd'hui, c'est difficile de changer les modes de fonctionnement. Mais on voit quand même apparaître de plus en plus de questionnements là-dessus dans les écoles, d'ajout de soutenance orale, de découpage un petit peu des travaux où on va autoriser d'un côté, interdire de l'autre, d'accompagnement aussi des étudiants sur quelles sont les bonnes pratiques d'usage de l'IA, sur comment bien le mentionner dans le travail, etc. Moi, ce que j'ai remarqué en tout cas récemment, à titre individuel, hein, c'est que j'ai l'impression quand même que les étudiants utilisent beaucoup des IA génératifs comme ChatGPT, comme des moteurs de recherche, hein, c'est un peu leur nouveau Google. Ça montre encore tout le chemin qu'on a à faire avec eux pour les aider quelque part et les apprendre à bien utiliser aussi ces outils. C'est ce qu'on leur dit souvent. C'est pas un bon, c'est pas un mauvais outil, c'est surtout la façon dont on va l'utiliser qui compte, et surtout savoir aussi juger du vrai du faux, puisque l'IA, difficile à sourcer, elle peut nous sortir des fois des énormités, et il faut que l'étudiant soit capable aussi dans son approche, hein, de bien prendre du recul là-dessus. Voilà. Je vous ai mis sur la slide quelques exemples de compétences visées dans le cadre d'une évaluation, simplement pour vous donner quelques tips et lancer un petit peu le sujet et nourrir quelque part un peu vos réflexions sur vos modes d'évaluation et la façon dont il faut un petit peu appréhender ces nouvelles technologies. Faut pas non plus qu'on s'alerte trop, hein. On a eu les calculatrices programmables il y a quelques dizaines d'années, puis dans les années 2000, on a eu les moteurs de recherche. Aujourd'hui, on a les IA génératives qui arrivent, qui apportent pas mal de bouleversements. Bon, bah, ça nécessite forcément de l'adaptation. Et on sait que forcément, dans les systèmes d'enseignement, vous avez besoin aussi de temps, hein, pour d'abord prendre du recul, vous adapter, vous former et progresser ensuite sur les actions que vous allez pouvoir mettre en place en termes de formation, etc. Et au même titre que vos étudiants, vous-même pourriez avoir besoin de vous former sur les IA. Et c'est clair qu'aujourd'hui, ils sont pas forcément. On est tous confrontés à ça. L'utilisation d'une IA, c'est toujours un peu perturbant quand notre étudiant le maîtrise plus que nous. Bon, bah, plutôt que d'aller vraiment à l'encontre de ça, comment je peux éventuellement amener des bonnes pratiques et faire de la prévention efficace sur ça.
Je vois qu'il y a une question qui a été posée de Tiffen là en tout dernier, quasi en tout dernier, qui m'intéresse. Comment conseillez-vous d'utiliser les seuils? Et vous évoquez la nécessité de lancer une analyse de tous les documents en même temps. Comment faire lorsque l'analyse est faite automatiquement par Moodle au moment du dépôt par l'étudiant? On ne maîtrise pas le timing de l'analyse. Alors, pour répondre à vos questions, la question des seuils, c'est vrai que c'est une question importante que vous posez souvent. À partir de quel seuil je dois m'alerter? Tout ça, c'est la question sur nos services. Il n'y a pas de bon ou de mauvais seuil. Rappelez-vous bien que vous avez tous des matières différentes, vous enseignez tous des choses différentes, et donc forcément, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas les mêmes contextes. Il y a certaines évaluations, c'est des travaux de recherche, vous vous attendez forcément à avoir de la recherche documentaire, de l'état de l'art sur un sujet, etc. Dans d'autres cas, c'est vraiment purement du travail personnel, où là, on va être beaucoup plus exigeant. Donc déjà, toujours se fixer sur qu'est-ce que je suis en train d'évaluer. Si j'ai pas forcément d'idée du seuil de tolérance, eh ben, je teste, je vois ce qui arrive de mes étudiants, je vais tout de suite voir les tendances et la moyenne qui arrivent. Nous, généralement, par défaut, on vous a mis la couleur verte entre 0 et 10, orange entre 10 et 25 et rouge entre 25 et 100. Ça ne veut pas dire que rouge c'est pas bien ou que vert c'est très bien. Dites-vous bien que le seuil c'est toujours une proportion au nombre de mots. Je peux très bien avoir deux étudiants à 10%. S'il y en a un qui a un devoir de 20 pages et l'autre qui a un devoir de 150 pages, dites-vous bien que les 10% ils vont pas représenter déjà la même quantité de texte et donc la même quantité de travail. Je peux très bien avoir un étudiant à 20% qui a fait un très bon devoir en parallèle et je peux avoir un étudiant à 10% qui a fait un travail médiocre. Voilà. Donc, toujours garder un recul entre le pourcentage et finalement la compétence que vous cherchez à valider et à évaluer. Après, le seuil de tolérance, il est à définir, c'est ça, en fonction de ce que vous enseignez. Par exemple, j'ai déjà vu dans des facs de droit des seuils de tolérance qui étaient au-delà des 20%. Pourquoi? Parce que il y a des textes de loi, ils sont pas formulables, ça a de la place dans le travail de l'étudiant et donc automatiquement, je dois avoir un seuil de tolérance un peu plus élevé. À l'inverse, dans d'autres types d'évaluations, on voit en moyenne des seuils de tolérance qui avoisinent les 10-15% maximum. Après, gardez-vous toujours une petite marge de manœuvre, un écart type, je dirais. C'est pas parce que votre étudiant il est à 16 au lieu des 15 prévus qu'il a fait un mauvais travail. À vous d'aller vérifier éventuellement et d'aller vous concentrer sur les taux forcément un peu plus élevés au départ. Malgré tout, un taux qui est très faible, ça ne veut pas dire forcément que l'étudiant il a bien travaillé, hein, parce que si vous attendiez un peu de recherche documentaire et qu'on retrouve rien, ça veut dire que c'est peut-être pauvre en recherche documentaire dans son devoir. Deuxième question que vous posiez, Tiffen, sur le lancement des analyses. Normalement, sur Moodle, vous pouvez définir ça. Vous pouvez programmer les analyses, les lancer en manuel. Alors, pour faire plus simple, je vais même vous le faire en live parce que j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à utiliser Moodle. Tac, on a encore un peu le temps. J'en suis où? Là. Tac. C'est jamais automatique par défaut Moodle, hein. Ou en tout cas, si ça l'est par défaut, vous pouvez le changer, hein. Normalement, le lancement d'analyse automatique, on n'aime pas trop ça. Donc, vous devez avoir la possibilité de... Pourquoi je ne peux pas lancer mes accès? Tac. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Hop, si ça veut ou ça veut pas? Non, ça veut pas. Je vais y arriver. Désolé pour le live. Je réessaye. Voilà, ça vient. Alors, CompiTeacher. Je vais juste aller sur une activité devoir dans Moodle sur un compte de test pour que vous puissiez voir en fait au niveau paramétrage. Je pense que ça répondra à des questions de pas mal de personnes. Tac, je vais me remettre en français. Donc, si je reprends par exemple mes cours, je vais rentrer dans un devoir au pif. Voilà, donc par exemple ici j'ai un devoir qui s'appelle dépôt de mémoire. Donc au niveau en fait de mon devoir, quand je vais aller dans les paramètres de mon devoir, Moodle, donc je vais retrouver les paramètres habituels, hein, les paramètres généraux, la disponibilité, ça c'est des choses que vous connaissez déjà pour les usagers Moodle, type de remise, etc. Et vous avez ce paramètre plugin de détection de plagiat compilation. Et ici, vous allez pouvoir dire oui, j'autorise ou non l'utilisation de compilation. Donc des fois, c'est par défaut déjà ouvert pour vous, mais dans certaines écoles, il n'est pas activé par défaut, donc c'est à vous de l'activer. Et après, le lancement de l'analyse, il est soit manuel, donc là, c'est vous qui devez aller lancer dans le devoir une fois que c'est arrivé, soit programmé, et là, dans ces cas-là, vous choisissez la date et l'heure à laquelle les analyses peuvent être lancées, soit immédiat dans le cas où votre école vous a autorisé, ou en tout cas votre administrateur Moodle, il a activé l'option, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des écoles qui bloquent cette option d'immédiateté par défaut.
Donc c'est sûr que l'immédiat, ça analyse tout de suite, hein. Donc si vous voulez une comparaison croisée, choisissez pas le mode immédiat, choisissez bien le mode manuel ou programmé avec, vous voyez, le calendrier d'affluence. On vous dit toujours les endroits où c'est là où on est le plus chargé. Donc quand je vous disais les fins de semaine, bon, souvent c'est plus calme que les débuts. Allez m'expliquer pourquoi. Vous avez tendance à utiliser nos services en début de semaine, je pense, parce que vous laissez un petit peu le week-end à vos étudiants. Mais voilà un petit peu les périodes d'affluence pendant les fortes périodes. Et après, pareil, dans les paramètres Moodle, vous pouvez choisir d'afficher ou non des choses, choisir de mettre ou non dans la bibliothèque de référence par défaut, et bien sûr de régler vos seuils de tolérance, ou en tout cas vos couleurs. Les seuils de tolérance, c'est vos seuils de couleurs, hein. À vous de mettre la couleur rouge là où vous avez envie qu'elle apparaisse, hein. Si vous voulez que ça sorte en rouge à partir de 15%, vous pouvez tout à fait. Si vous voulez que ça sorte en rouge à partir de 35, vous pouvez aussi. Voilà, c'est vraiment vous qui décidez. Et comme je disais, pour synthétiser sur les seuils, ça dépend vraiment de la matière que vous enseignez, du type de devoir que vous analysez. Vous pouvez avoir des seuils de tolérance variables en fonction de ce que vous attendez, de ce que vous demandez à vos étudiants. Et à défaut, quand vous ne savez pas, essayez de voir un petit peu ce qui ressort en moyenne sur vos premiers dépôts. Comme ça, vous jugerez assez facilement de la moyenne de ce que vous retrouvez dans les travaux de vos étudiants. Souvent, on détecte quand même des tendances, hein, assez rapidement. Sur les mémoires, généralement, travaux de fin d'études, rapports de stage, on est toujours sur des taux moyens entre 10 et 20% de manière générale. Ça dépend après de vos pratiques. Alors, Voilà en ce qui me Benoît, concerne. Oui. j'ai une question qui date un petit peu, hein, mais j'essaye de voir au fur et à mesure les questions. Est-ce que le délai donc de charge, hein, de l'analyse du document dépend de la taille du document, plus long pour une thèse que pour un devoir en licence? Oui, très bonne question. Alors en fait, la durée de l'analyse, elle dépend pas uniquement de la taille, elle va dépendre aussi de ce qu'on peut retrouver dans le document. Donc une thèse en soi, ça peut aller vite, mais généralement c'est un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup plus de traitements, plus de requêtes. On va dire que l'analyse, faut imaginer, hein, elle va faire des requêtes sur les moteurs de recherche, elle va chercher l'information sur le web. Donc plus que le document est important, plus l'analyse peut être un petit peu longue en effet. En moyenne, je dirais que l'analyse dure maxi 3 minutes. Malgré tout, sur des thèses, des fois, ça peut aller jusqu'à durer 10-15 minutes, voire un peu plus si vous avez un peu de file d'attente. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous lancez vos analyses, vous fermez tout, vous revenez un petit peu plus tard, vous n'êtes pas obligé de rester connecté tout de suite. Anticipez bien, essayez de ne pas être trop dans l'urgence. Voilà. Mais en tout cas, l'analyse ne dépend pas que de la taille du document, bien évidemment. Je remercie ceux qui doivent partir, hein. Je vois qu'il y en a certains qui sont en train de nous quitter. Donc merci en tout cas à tous pour votre attention. Pour ceux qui doivent nous quitter tout de suite, il nous reste quelques petites minutes. Donc, Denise, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions peut-être auxquelles j'aurais pas eu la possibilité de Alors moi, répondre. j'avais 2 questions que j'ai notées. Donc la première, c'est j'ai eu 2 pourcentages différents pour un même devoir déposé 2 fois par l'étudiant, une fois en version doc, une fois en version PDF. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Alors, ce qui peut expliquer ça, des fois, c'est au niveau de l'extraction du document. Il faut vérifier le nombre de mots. C'est vrai que parfois, le système d'extraction, il va mieux arriver à sortir l'information au total. Donc, des fois, on a un écart de mots. Donc, cet écart de mots génère un changement dans le score qui peut s'opérer à cause de ça. Ça dépend vraiment de l'extraction du document. Après, il peut y avoir aussi des petits changements parce qu'en fait, faut savoir qu'il y a une part d'aléatoire dans l'algorithme qui va simplement en fait récupérer des motifs dans votre document. Donc les motifs récupérés sont pas toujours les mêmes, ce qui fait que parfois un passage de similitude, des fois on va retrouver la totalité du passage, des fois on va retrouver 80% du passage ou 75% du passage. Donc en soi on détecte quand même le passage. Nous on part du principe qu'on a fait le job une fois qu'on vous a identifié la source, même si on l'a pas identifié exactement dans sa proportion exacte. C'est toujours des choses qu'on essaye d'améliorer et qui peuvent des fois expliquer cet écart de score léger généralement sur deux analyses d'un même devoir. Donc d'ailleurs, quand vous avez des doutes sur une analyse, n'hésitez pas à la repasser une ou deux fois parce que des fois ça peut aider. Mais en soi, généralement il n'y aura pas de doute, hein. Quand on a détecté une source, on la retrouvera à chaque fois. C'est juste que des fois on peut la détecter dans une proportion plus importante qu'une autre. Mais bon, la plupart du temps, si vous faites ça, vous faites plusieurs fois la même analyse, généralement, vous aurez toujours le même résultat. Voilà. Mais il peut y avoir des petites subtilités à ce niveau-là. Voilà. Donc, ce que je peux suggérer simplement, c'est de vérifier si dans les deux extractions, il n'y a pas le même nombre de mots déjà. Et ton autre question?
Oui, tout à fait. Donc on avait une autre question, c'était, vous avez dit que le pourcentage est égal à un nombre de mots, c'est-à-dire que ce n'est pas un pourcentage en rapport avec le nombre de mots du document? Si, si. Si, c'est exactement le pourcentage. En fait, le pourcentage, c'est une proportion de texte non original, donc de mots, en fait, hein, le nombre de mots non original dans le document. C'est pour ça que sur deux résultats à 10%, ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un devoir de 3000 mots et un devoir de 6000 mots, bah, les 10% vont pas représenter le même nombre de mots, en fait, en réalité. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la vue source de similitude du rapport d'analyse, vous avez toujours entre parenthèses le nombre de mots. Vous avez le pourcentage, par exemple, telle source, 6% de similitude, et ça représente 140 mots ou ça représente 650 mots. Il faut bien imaginer que plus votre document il est court, bah, plus une phrase ou deux va représenter un pourcentage important, hein, ça c'est sûr. Hein. Quand vous analysez des documents de 3-4 pages, je dirais que le moindre paragraphe de 5-6 lignes, il représente tout de suite 15%. Quoi. Alors qu'à l'inverse, quand vous analysez un mémoire de 80 pages, une citation de 2 lignes, elle va représenter moins de 1%. Quoi. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a atteint le délai final du timing qu'on s'était accordé. Pour tous ceux pour qui j'ai pas eu le temps de répondre aux questions, rassurez-vous, n'hésitez pas déjà à aller voir si on répond déjà pas à vos questions dans la boîte à outils et surtout revoir les tutos ou bien contacter notre support, posez vos questions via le support. Avec grand plaisir, on vous répondra avec précision. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre participation. Merci d'avoir été conciliant. J'ai vu que le chat avait bien tourné. Merci aussi à toi, Denise, pour ton aide. Ça a été plus simple pour moi. Vous étiez plus d'une centaine aujourd'hui, donc c'était un peu sportif pour nous. En espérant que ça vous aidera dans vos évaluations, qu'on a pu vous apporter des éléments complémentaires. On vous souhaite une bonne poursuite de journée. Bon courage aussi pour cette fin d'année académique à tous, pour cette dernière ligne droite, vos évaluations. Et bien, écoutez, à bientôt sur d'autres sessions. Avec grand plaisir, on vous accueillera chaque mois avec les webinaires questions-réponses. Bonne journée à tous. Merci encore. Au Bonne journée à revoir. tous.